Dean Ashford fixait l'écran de son téléphone pour la 3e fois en 5 minutes, lisant le SMS de Sophie qui allait bouleverser son univers soigneusement construit. « Papa, il faut qu'on parle. Il y a vraiment un problème avec mes résultats ADN. » La tasse à café glissa de ses mains burinées et s'écrasa sur le parquet de son bureau à Seattle. 27 ans de mariage. D'innombrables plans dessinés, des bâtiments construits, une vie bâtie sur ce qu'il croyait être des fondations solides. Tout cela sur le point de s'effondrer d'un simple coup de fil. « Dean, tout va bien là-dedans ?» La voix de Lena s'échappa de la cuisine, ce ton parfaitement modulé qu'elle avait perfectionné pendant ses années d'hôtesse de l'air. Même à la retraite, elle gardait ce masque professionnel, saluant tout le monde d'un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Lâchez quelque chose », répondit-il en attrapant des serviettes en papier pour nettoyer le désordre. Ses mains tremblaient légèrement, un phénomène qui se produisait plus fréquemment depuis son 53e anniversaire le mois dernier. Le stress, avait dit le médecin. Trop de nuits blanches au cabinet, trop de pression de la part de clients exigeants. Son téléphone vibra de nouveau. « Sophie, on peut faire un appel vidéo ? » « Jean, tout de suite ? » Je suis en panique. Dean ferma la porte de son bureau et s'installa dans son fauteuil en cuir, celui que Lena lui avait offert pour leurs 20 ans de mariage. Tout dans cette maison était chargé de souvenirs. Des photos de vacances en famille, des photos de remise de diplôme de Sophie, des dîners d'anniversaire. Quelle part de réalité ? Le visage de Sophie apparut à l'écran. Ses yeux sombres, ceux de Lena écarquillés de confusion. Elle était assise dans son appartement de Chicago, encore en tenue d'infirmière, les cheveux bruns tirés en arrière en un chignon décoiffé. « Papa, j'ai besoin que tu t'assoies pour ça. » Je suis assise, ma puce. Que se passe-t-il ? Sophie brandit son ordinateur portable. Tu te souviens, Kazé et moi, on a fait ces tests ADN le mois dernier, juste pour le plaisir de savoir d'où venaient nos familles. Dean hocha la tête. Il avait trouvé ça idiot, mais inoffensif. Les jeunes et leur fascination pour la technologie. Les résultats sont tombés hier. Papa, d'après ce site web, j'ai un demi-frère, une compatibilité biologique complète. Sa voix se brisa. Mais c'est impossible, n'est-ce pas ? Maman et toi n'avez jamais eu d'autre enfant. Tu as toujours dit que j'étais ton seul et unique bébé miracle. La poitrine de Dean se serra. Sophie, ces tests ne sont pas toujours précis. Papa pourrait être là. Elle retourna son ordinateur portable et lui montra l'écran. Il s'appelle Michael Mlay. Le site dit que nous partageons 99,7% de notre ADN. C'est le niveau fraternel. Le nom le frappa comme un coup de massue. Mlay. Grant Mlay. Papa, on dirait que tu as vu un fantôme. Dean essaya de parler, mais sa gorge était comme du papier de verre. Grant Mlay, son ancien associé, son meilleur ami, l'homme qui avait disparu de sa vie 27 ans plus tôt sans explication, avait disparu un jour, vendu ses parts de leur cabinet d'architecture par l'intermédiaire d'avocats, déménagé. Dean avait essayé d'appeler, d'écrire des lettres, mais Grant n'avait jamais répondu. « Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » La voix de Sophie était à peine un murmure. « Es-tu mon père biologique ?» La question flottait dans l'air comme la fumée d'un incendie. Dean sentit une boule froide et aiguë lui nouer l'estomac. « Bien sûr que je le suis, Sophie. Tu es ma fille. J'étais là quand tu es née. Je t'ai tenue dans mes bras. Mais et si tu ne l'étais pas ? » Les mots sortirent d'un coup. « Et si maman ? Et si elle avait eu une liaison ? Et si ce Michael était mon frère parce que nous avons le même père et que ce n'est pas toi ? » Dean ferma les yeux, les souvenirs refluèrent. Les mois précédant la naissance de Sophie, quand Lena était distante, émotive, prétendant prendre des hormones de grossesse, sa façon d'insister pour un accouchement naturel à domicile avec une sage-femme plutôt qu'à l'hôpital qu'ils avaient prévu, comment elle avait géré toute la paperasse, toute la documentation. « Il faut que je te rappelle, dit-il. Papa, attends. Je t'aime, Sophie. Rien ne change ça. Rien. Mais j'ai besoin de réfléchir. » Il raccrocha et s'assit dans le silence de son bureau, entouré de prix d'architecture et de photos de famille qui lui semblaient soudain des preuves sur une scène de crime. 26 ans. Sophie avait 26 ans, ce qui signifiait qu'elle avait été conçue fin 1998. Il essaya de se souvenir de cette époque,
mais il avait l'impression de regarder à travers une eau trouble. La porte s'ouvrit et Lena entra, une tasse de café fraîche à la main. Toujours aussi belle à 51 ans, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un haut moulant qui mettait en valeur sa silhouette soignée. Tu avais l'air contrarié. Tout va bien pour Sophie? Dean étudia le visage de sa femme, à la recherche d'indices, de signes, de tout ce qui pourrait révéler la vérité. Elle fit un de ses tests ADN et découvrit qu'elle avait peut-être un demi-frère. Le visage de Lena devint blanc. La tasse de café lui glissa des mains et se brisa au sol presque exactement à l'endroit où Dean avait laissé tomber sa tasse. Ces tests sont notoirement peu fiables, dit-elle rapidement, mais sa voix tremblait comme une seconde auparavant. Les faux positifs arrivent tout le temps. La technologie n'est pas parfaite. Le nom de famille du garçon Emley. Lena se figea. L'espace d'un instant, son masque parfait tomba et Dean vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une peur pure et simple. Le fils de Grant Emley, poursuivit Dean, la voix prenant de l'ampleur. Tu te souviens de Grant, mon associé disparu il y a 27 ans? Juste au moment où Sophie a été conçue. Dean, tu es ridicule. Tu relis des points qui n'existent pas, mais elle reculait vers la porte, les mains tremblantes. Vraiment? Dean se leva, son mètre 80 lui donnant soudain un air imposant dans ce petit bureau. Parce qu'en ce moment, ma fille est à Chicago, remettant en question tout ce qu'elle a toujours su sur son identité. Et ma femme est devenue pâle comme un linge à la simple mention du nom d'un homme. Je n'ai pas à écouter ces absurdités paranoïaques. Lena se retourna pour partir, mais Dean s'avança rapidement, bloquant la porte. Tu ne partiras pas tant qu'on n'aura pas parlé de ça. Dégage, Dean. Pas avant que tu ne me dises la vérité. As-tu eu une liaison avec Grant Emley? Non. Le mot est sorti trop vite, trop brutalement. Enfin, Dean, c'est dingue. Tu es mon mari. Sophie est notre fille. Un algorithme informatique n'y changera rien. Dean sortit son téléphone. Alors, ça ne te dérangera pas si je demande un test de paternité. Lena perdit contenance. Tu ne peux pas faire ça. Sophie n'a pas besoin de vivre ce traumatisme. Imagine ce que ça lui ferait. Elle est déjà traumatisée. Elle m'a appelé pour me demander si j'étais son vrai père. Alors, soit on fait un test qui prouve que je l'étais, soit Dean laisse tomber les mots. Ou quoi? Ou je découvre que tout mon mariage est bâti sur un mensonge. Lena le fixa un long moment, les larmes aux yeux. Mais Dean remarqua que ce n'étaient pas les larmes d'une femme accusée à tort. C'étaient les larmes de quelqu'un qui s'était fait prendre. J'ai besoin d'air, murmura-t-elle en le repoussant. Dean la regarda s'éloigner, son esprit d'architecte commençant déjà à analyser les dégâts structurels qu'il avait subis. Si Sophie n'était pas sa fille biologique, qu'avait donc bien pu cacher Lena? Quelles autres fondations étaient pourries? Il prit son téléphone et appela son médecin de famille. Docteur Martinez, c'est Dean Ashford. Je dois organiser un test de paternité. Pouvez-vous l'organiser rapidement? 2 jours plus tard, Dean était assis dans le laboratoire médical, regardant un technicien lui faire une prise de sang. Sophie était venue de Chicago en voiture, insistant sur le fait qu'elle avait besoin de connaître la vérité. Elle s'assit à côté de lui, lui tenant la main. Quels que soient les résultats, tu es toujours mon père, dit-elle. L'homme qui m'a appris à faire du vélo, qui m'a aidé à faire mes devoirs de maths, qui m'a accompagné à l'hôtel lors de ma remise de diplôme. Ça ne change pas, Dean lui serra la main. Je sais, ma chérie, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Le technicien en termina avec Dean et passa à Sophie. Lena avait refusé de venir, prétextant qu'elle était trop bouleversée par les accusations pour participer. Elle avait passé les 2 derniers jours chez sa sœur à envoyer des SMS furieux à Dean, lui disant qu'elle détruisait leur famille à cause d'absurdités sur Internet. Les résultats seront prêts dans 48 heures, avait dit le technicien. On vous rappellera pour vous donner les résultats. Ces 48 heures lui ont semblé durer 48 ans. Dean s'est investi dans le travail, restant tard au bureau, examinant les plans jusqu'à en avoir les yeux qui brûlent. Mais jeudi après-midi, son téléphone a sonné. Monsieur Ashford, ici Linda de Pacific Medical Lab. Vos résultats de test de paternité sont prêts. Les mains de Dean tremblaient en saisissant le téléphone. Et d'après les marqueurs génétiques que nous avons testés, vous pouvez être exclu comme père biologique de Sophie Ashford. La probabilité de paternité est de 0%.
Ces mots l'ont frappé comme une boule de démolition. Il le savait au fond de lui, mais l'entendre confirmer l'a rendu réel d'une manière qui a brisé quelque chose de fondamental en lui. Merci, a-t-il réussi à dire. Dean est resté assis dans son bureau pendant 20 minutes, les yeux rivés sur le mur où son diplôme d'architecte était accroché. Tout ce qui avait bâti son identité, homme d'affaires prospère, mari dévoué, père aimant, s'effondrait. Sophie était toujours sa fille. Ça n'avait pas changé, mais Lena. Son téléphone vibra, un SMS de Sophie lui parvint. Papa, quoi qu'il en dise, je t'aime. Dean sourit pour la première fois depuis des jours. Sophie était toujours à lui, dans tous les domaines importants. Mais maintenant, il avait besoin de réponses. De vraies réponses. Il appela son vieil ami Jake Morrison, un détective privé qui l'avait aidé à vérifier les antécédents de partenaires commerciaux potentiels. Jake, c'est Dean Ashford. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose de personnel et j'ai besoin que tu sois discret. 1 heure plus tard, Jake était assis en face de Dean dans un café du centre-ville de Seattle, écoutant toute l'histoire. Tu veux que j'enquête sur ta propre femme? Je veux que tu trouves Grant Maury et que tu m'apportes des réponses. Jake hocha lentement la tête. Ça va faire mal. Tu le sais, n'est-ce pas? Quoi que je trouve, ça va faire mal. Ça fait déjà mal. Maintenant, il faut juste que je sache à quel point la blessure est profonde. Jake sortit une tablette et un stylet. Racontez-moi tout ce dont vous vous souvenez de Grant la dernière fois que vous l'avez vu, où il aurait pu aller, s'il avait des amis communs. Dean passa l'heure suivante à raconter des détails auxquels il n'avait pas pensé depuis des décennies. Grant avait été son associé chez Ashford & Morley Architectural Design, un cabinet qu'ils avaient fondé juste après l'université. Ils avaient été des associés de travail inséparables, des compagnons de beuverie, témoins de mariage mutuel. Il avait épousé une femme nommée Patricia Andry en 1995, dit Dean, mais ils avaient divorcé environ 1 an plus tard. Pas d'enfant, à ma connaissance. Et il avait disparu en 1998. À la fin de l'été, il avait simplement arrêté de venir travailler un jour. Son avocat avait appelé et annoncé que Grant vendait sa part de l'entreprise et déménageait. Il n'avait pas voulu dire où ni pourquoi. Jake avait pris des notes. Une idée de la raison de son départ? Dean hésita. Lena était enceinte de Sophie. Elle vivait une grossesse difficile. Beaucoup de hauts et de bas émotionnels. Grant était souvent là, aidant, soutenant. Je pensais qu'il se comportait simplement comme un bon ami. Où travaillait Lena à l'époque? Elle venait de quitter son emploi d'hôtesse de l'air. Elle disait vouloir se concentrer sur la préparation du bébé. Jake leva les yeux de sa tablette. Elle était donc à la maison pendant la journée pendant que tu travaillais. Le sous-entendu planait entre eux comme une lame de guillotine. Trouve-le, Jake. Trouve Grant Mlay et donne-moi des réponses. Mais Jake n'en avait pas fini avec ses questions. J'ai besoin de savoir ce que tu faisais de ta relation d'affaires avec Grant. Des biens communs, des comptes joints, des investissements immobiliers? Dean y repensa. Nous étions associés à parts égales dans le cabinet, nous partagions les bureaux, nous avions des comptes communs. Quand il est parti, ses avocats ont tout géré par des intermédiaires. Je n'ai jamais pu lui demander directement ce qui se passait. Lena a-t-elle interagi avec les avocats de Grant pendant le rachat? En fait, oui. Elle s'est occupée d'une grande partie de la paperasse. Elle a dit que j'étais trop ému par la perte de mon associé pour pouvoir gérer l'aspect commercial plus objectivement. La styliste de Jake a arrêté de travailler. Elle s'est occupée des formalités de rachat de Grant. Est-ce important? Peut-être. Si elle coordonnait ses actions avec Grant par l'intermédiaire de ses avocats, cela pourrait expliquer comment ils ont maintenu le contact même après sa prétendue disparition. Dean sentit un frisson lui parcourir le dos. Tu crois qu'ils ont planifié sa disparition ensemble? Je pense qu'il faut examiner attentivement ces documents de rachat, et je veux retracer exactement où est passé l'argent lorsque Grant a vendu ses parts. Jake passa 1 heure supplémentaire à rassembler des détails sur les arrangements financiers de Dean à cette époque, les mécanismes du rachat de l'entreprise et la chronologie de la grossesse de Lena. À la fin de la réunion, Dean avait l'impression d'observer sa propre vie à la loupe, découvrant des schémas qui lui avaient échappé pendant des décennies. Encore une chose, dit Jake alors qu'il s'apprêtait à partir. Je veux que tu réfléchisses aux cadeaux que Lena t'a offerts à cette époque. Des cadeaux coûteux. Parfois, quand on se sent coupable d'avoir triché,
on compense avec des cadeaux excessifs. Dean a eu un pincement au cœur. Elle m'a offert une Rolex pour mon anniversaire cette année-là. Elle a dit que c'était pour célébrer le succès de l'entreprise. Je l'ai trouvée trop chère, mais elle a insisté. Avec quel argent? J'ai supposé que ça venait de ses économies de son travail d'hôtesse de l'air. Jake a pris une autre note. Nous allons aussi retracer cet achat. Si elle a utilisé l'argent de Grant, c'est une preuve supplémentaire. En rentrant du café, Dean a repensé à des souvenirs enfouis depuis des années. La montre chère, l'insistance de Lena à s'occuper des formalités de rachat, sa distance émotionnelle pendant la grossesse. Combien de signes avait-il manqué? Son téléphone a sonné lorsqu'il est arrivé dans son allée. Jake Dean, je vais commencer par les documents financiers et remonter à l'envers. Je veux retracer chaque dollar qui a bougé pendant le rachat de Grant et l'année de naissance de Sophie. Cela va prendre quelques jours, mais j'ai le sentiment qu'on va trouver des choses qui ne te plairont pas. Je ne me soucie plus de ce que je vais aimer, Jake. Je veux juste la vérité. Tu l'auras. Tout. 3 jours plus tard, Jake a appelé pour donner des nouvelles. Je l'ai trouvé. Grant Mlay, 54 ans, vit à Portland. Dean, ça ne va pas te plaire. Dis-moi. Il est en soins palliatifs. Cancer du pancréas en phase terminale. Il lui reste probablement des semaines, peut-être un mois ou 2. Dean a ressenti un étrange mélange d'émotions, colère, satisfaction et, bizarrement, tristesse. Quelle que soit la vengeance qu'il avait préparée, elle devrait rivaliser avec la mort elle-même. Il y a plus, a continué Jake. Il a un fils. Michael Mlay, 26 ans, vit à Denver, travaille comme ingénieur logiciel. Le demi-frère de Sophie. Oui. Et Dean, j'ai fouillé dans les activités de ta femme. J'ai trouvé des choses intéressantes, comme des relevés de cartes de crédit remontant à 5 ans. Lena fait des voyages réguliers. À Portland. Parfois juste des excursions d'une journée, parfois des nuitées. Toujours payé en espèces une fois arrivé, mais je peux suivre le trajet. Dean serra plus fort le téléphone. Quelle régularité! Tous les 2 ou 3 mois. Le dernier voyage remonte à 6 mois. Bon sang. Dean s'affala sur sa chaise. 27 ans, Jake. 27 ans quel moment? C'est pire. J'ai trouvé un garde-meuble loué à son nom de jeune fille. Des prélèvements mensuels automatiques provenant d'un compte sur lequel tu n'es pas inscrit. Qu'est-ce qu'il y a dans le garde-meuble? Je ne peux pas y accéder légalement, mais je peux trouver qui a la clé. Tu veux que je continue à fouiller? Dean regardait par la fenêtre de son bureau la silhouette de Seattle. Les bâtiments qu'il avait contribué à concevoir s'élevaient vers des nuages gris. Toute sa vie ressemblait à ces nuages, sombres et lourds d'orage prêts à éclater. Creuse plus profondément, Jake. Je veux tout savoir. Ce soir-là, Dean a confronté Lena à son retour de chez sa sœur. Elle est entrée dans leur chambre comme si de rien n'était, comme la dernière fois. Cette semaine d'accusations et de tests avait été un cauchemar. Le test de paternité est revenu, dit Dean doucement. Lena se figea devant la porte du placard, la main sur un chemisier en soie. Et tu sais ce qu'il disait. Elle se retourna lentement, le visage soigneusement posé. Dean, je pense qu'on devrait parler à un thérapeute. On devrait régler ça ensemble pour Sophie. Pour Sophie, la voix de Dean s'éleva. Tu me mens depuis 27 ans, et tu veux faire durer les choses pour Sophie. Je n'ai menti sur rien. Et alors, si tu n'es pas son père biologique? Tu l'as élevé. Tu l'aimes. C'est tout ce qui compte. Dean sortit son téléphone et lui montra le rapport préliminaire de Jake. Lena blêmit en lisant les relevés de voyage, le compte bancaire secret, le garde-meuble. Tu lui rends visite, dit Dean. Grant, tu lui rends visite depuis des années. Lena s'affala sur le lit, toute prétention s'évanouissant enfin. Dean, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tout notre mariage était une imposture. Qu'à chaque fois que tu me disais que tu m'aimais, tu pensais à lui. Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? Dean se rapprocha, sa voix se transformant en un murmure dangereux. Dis-moi, Lena, dis-moi exactement ce que c'est. Lena leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Tout a commencé par un accident. Grant et moi, on traversait tous les deux des moments difficiles. Son divorce,
mes hormones de grossesse qui compliquaient tout. Une chose en a entraîné une autre. Une chose en a entraîné une autre. C'est ça ton explication pour avoir détruit notre mariage? Ça n'est arrivé que quelques fois, puis il est parti et j'ai cru que c'était fini. Je pensais qu'on pourrait aller de l'avant et former une vraie famille. Dean rit amèrement. Mais il n'est pas resté absent, n'est-ce pas? Tu lui rends visite en cachette, tu gardes cette vie secrète. Il m'a contacté il y a 5 ans. Il a dit qu'il voulait en savoir plus sur Sophie, qu'il voulait faire partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. Mais je lui ai dit non. Je lui ai dit que Sophie était ta fille et que ça resterait comme ça. Alors tu es allé lui rendre visite toi-même. Je me suis senti coupable. Il était seul, mourant, et je tenais à lui. Dean fixa sa femme, cette femme avec qui il partageait son lit depuis 27 ans, et réalisa qu'il ne la connaissait pas du tout. Fais tes bagages, dit-il doucement. Quoi? Fais tes valises et sors de chez moi ce soir, Dean. S'il te plaît, on peut surmonter ça. On peut aller voir un thérapeute. Tu peux surmonter 27 ans de mensonges. Tu peux surmonter le fait que chaque jour je regardais Sophie et que j'étais fier de ma fille. Tu savais que j'aimais l'enfant d'un autre homme. Elle est ta fille à tous égards. Dean attrapa Lena par les épaules. Pas assez fort pour la blesser, mais assez ferme pour qu'elle t'écoute. N'ose pas utiliser Sophie pour justifier ce que tu as fait. Sophie est innocente. Tu m'as escroqué pendant près de 3 décennies. Lena s'est éloignée de lui. Ce n'était pas une escroquerie. Je t'aime, Dean. Je t'ai toujours aimé. Tu aimes ma stabilité. Tu aimes mes revenus, ma maison et la vie respectable que je t'ai offerte. Mais tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, alors. Tu n'aurais pas passé les 5 dernières années à rendre visite à ton amant mourant en me disant que tu faisais des courses ou je rends visite à des amis. Lena ouvrit la bouche pour répondre, mais Dean leva la main. Je veux que tu sortes ce soir. Va chez tes sœurs. Va à l'hôtel. Je m'en fiche. Mais tu ne dors plus dans mon lit. C'est aussi ma maison. On verra bien. Dean sortit son téléphone. J'appelle mon avocat lundi matin à la 1re heure. Tu pourras expliquer tes comptes bancaires secrets, ton garde-meuble et tes voyages à Portland à un juge. Le visage de Lena se durcit. Tu crois pouvoir me détruire? Je sais des choses sur toi aussi, Dean. Je sais que tu as lésiné sur les projets de construction, les pots de vin que tu as versés pour accélérer les permis. Dean sourit froidement. Et c'est moi, car les informations que tu penses avoir sur moi sont insignifiantes comparées à ce que je vais te faire subir au tribunal. Ils se regardèrent de l'autre côté de la chambre qui avait été leur sanctuaire, qui ressemblait maintenant à un champ de bataille. D'accord, dit Lena, mais ne crois pas que ce soit fini. Je ne me laisserai pas faire sans me battre. Bien. J'espérais que tu dirais ça. Dean regarda sa femme faire sa valise avec un détachement clinique, remarquant son efficacité, son sens de l'organisation, comme si elle savait exactement quoi emporter, comme si elle avait tout prévu. Après le départ de Lena, Dean appela Sophie. Papa, comment a-t-elle pris la nouvelle? Elle est partie, ma chérie. On divorce. Sophie resta silencieuse un instant. Tu vas bien? Je vais bien, mais Sophie, il faut que tu saches quelque chose. Peu importe ce qui se passe avec la procédure judiciaire, peu importe ce qui se passe concernant ton père biologique, tu es ma fille. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Papa. La voix de Sophie se brisa. Je rentre à la maison. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu as ton travail, ta fiancée. Je rentre à la maison. Tu ne devrais pas traverser ça toute seule. Ce week-end-là, Sophie arriva avec 2 valises et une détermination que Dean reconnaissait. C'était la même force de caractère qu'il essayait de lui inculquer depuis l'enfance. Alors, quel est le plan? Demanda-t-elle en s'asseyant en face de lui à la table de la cuisine. Dean sortit le rapport complet de Jake, arrivé le matin même. Le plan est de découvrir jusqu'où va la situation et de s'assurer que ta mère subisse les conséquences de ses actes. Sophie lut les documents avec une stupéfaction croissante. Elle a un compte bancaire secret contenant $40 000. De l'argent qu'elle détourne de nos dépenses ménagères depuis des années, apparemment. Et ce garde-meuble? Jake y travaille. Mais Sophie, il y a autre chose. Quelque chose que je dois décider.
Sophie leva les yeux des papiers. Grant Mlay est mourant. Il est en soins palliatifs à Portland. Une partie de moi a envie d'y aller en voiture et de le confronter en personne. Tu penses que c'est une bonne idée? Dean resta silencieux un long moment. Probablement pas, mais je dois le regarder dans les yeux et lui demander pourquoi. Pourquoi a-t-il détruit mon mariage? Pourquoi t'a-t-il éloigné de moi? Pourquoi m'a-t-il laissé vivre dans le mensonge pendant 27 ans? Il ne m'a pas éloigné de toi, papa. Je suis là. Dean tendit la main par-dessus la table et serra celle de sa fille. Tu as raison, mais j'ai encore besoin de réponses. Alors allons les chercher. Dean regarda Sophie avec surprise. Quoi? J'ai dit, allons-y. Je veux le rencontrer aussi. Je veux examiner l'homme dont je partage l'ADN et voir s'il y a quelque chose d'intéressant à savoir. Sophie, tu n'es pas obligée. Si. C'est aussi ma vie, papa. Mon identité. J'ai des questions auxquelles lui seul peut répondre. Lundi matin, Dean a appelé son avocate, Patricia Newman, une avocate spécialisée en divorce à la langue bien pendue, connue pour ses tactiques impitoyables. Dean, j'ai examiné les documents préliminaires fournis par votre enquêteur. Ce divorce va coûter très cher à votre femme. Bien. Enfin, cher, dans le sens où elle pourrait finir par vous devoir de l'argent. Fraude, bien cachée, usurpation d'identité. On peut la poursuivre pour tout. Je veux la détruire financièrement, Patricia. Je veux qu'elle comprenne que ses actes ont des conséquences. Considérez que c'est fait. Mais d'abord, il faut tout documenter. Chaque mensonge, chaque bien caché, chaque voyage secret. J'aurai besoin de votre enquêteur pour creuser plus profondément. Dean lui donna les coordonnées de Jake. Faites ce que vous avez à faire. Cet après-midi-là, Dean et Sophie roulèrent vers le sud, en direction de Portland, dans le camion de Dean. L'autoroute s'étirait devant eux comme une chronologie du mariage de Dean. D'abord lisse, puis révélant peu à peu fissures et dégâts. Êtes-vous nerveux? Demanda Sophie. Dean réfléchit à la question. Je suis furieux. J'ai le cœur brisé. Je suis confus, mais nerveux. Non, je crois que je suis plus que nerveux. Et s'il refuse de nous voir? Alors on le forcera à nous voir. Ils arrivèrent à Portland alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'une couleur de sang séché. L'hospice Sunset Manor était une maison victorienne reconvertie, entourée de parterres et de sentiers. Un endroit magnifique pour mourir, pensa Dean d'un air sombre. La réceptionniste, une femme d'une soixantaine d'années à l'air bienveillant, sourit à leur approche. Nous sommes ici pour voir Grant Mlay, dit Dean. Êtes-vous de la famille? Dean hésita. Je suis une vieille amie. Voici sa fille. La réceptionniste consulta son ordinateur. Je suis désolé, mais Monsieur Mlay n'accepte que les visites de sa famille proche. Son fils est son seul visiteur autorisé. Sophie s'avança. Madame, je sais que c'est inhabituel, mais je viens d'apprendre que Grant est mon père biologique. Je ne l'ai jamais rencontré et j'ai besoin de le voir avant qu'il ne soit trop tard. L'expression de la réceptionniste s'adoucit. Oh là là. Eh bien, c'est. Laissez-moi appeler l'infirmerie et voir ce qu'ils disent. Après une brève conversation téléphonique, elle raccrocha et les regarda avec compassion. Monsieur Mlay passe une journée difficile, mais son infirmière pense qu'il est peut-être assez lucide pour une courte visite. Chambre 14, au bout du couloir, à droite. Le cœur de Dean battait fort tandis qu'ils avançaient dans le couloir. 27 ans d'amitié, de trahison et de mystère allaient prendre fin derrière l'une de ces portes. La chambre 14 était privée, faiblement éclairée, avec un lit d'hôpital face à une grande fenêtre donnant sur un jardin. L'homme dans le lit était à peine reconnaissable, comme le doyen Grant Mlay s'en souvenait. D'épais cheveux bruns maintenant réduits à des mèches grises, de fortes épaules réduites à la peau et aux os, mais le regard était le même. Vif, intelligent, et même maintenant suffisant. Eh bien, la voix de Grant n'était qu'un murmure. Dean Ashford, vous avez mis du temps à le comprendre. Dean entra dans la pièce. Sophie le suivait de près. Grant. Et ce devait être Sophie. Le regard de Grant se posa sur la fille de Dean avec un intérêt évident. Mon Dieu, elle ressemble exactement à Lena à cet âge. Sophie fixait le mourant, le visage indéchiffrable. Tu es mon père biologique. Coupable est accusé.
Grant tenta de sourire. Mais je suppose que coupable est le mot juste, n'est-ce pas, Dean? Dean se rapprocha du lit, les poings serrés. 27 ans, Grant. Pendant 27 ans, tu m'as laissé croire que Sophie était à moi. Elle était à toi dans tous les domaines qui comptaient. Je n'ai jamais essayé de la contacter, jamais essayé de faire partie de sa vie. Tu as dû jouer les papas pendant que tu baisais ma femme dans mon dos. Le rire de Grant s'est transformé en quinte de tout. Une fois revenu à lui, il a regardé Dean avec une pointe de pitié. Dean, Lena est venue me voir. T'a-t-elle dit qu'elle était venue me voir en pleurant parce que son mariage était ennuyeux? À quel point tu étais prévisible? Qu'elle avait besoin d'un peu de piment dans sa vie? Tu mens. Vraiment? Souviens-toi de 1998. Quelle attention accordais-tu à ta femme enceinte? Combien de nuits as-tu travaillé tard au bureau? Combien de week-ends as-tu passé sur des projets au lieu d'être avec elle? Dean a senti une boule glacée se former dans son estomac. C'était vrai. Il avait travaillé sans relâche cette année-là pour établir la réputation de l'entreprise. Alors, tu as décidé de la réconforter. J'ai décidé de lui donner ce qu'elle demandait, et c'était bien, Dean. Vraiment bien. Elle m'a dit des choses qu'elle ne t'avait jamais dites. A-t-elle fait des choses qu'elle n'avait jamais faites avec toi? Sophie émit un petit son de dégoût. Ça suffit. Mais Grant n'en avait pas fini. Elle revenait sans cesse, tu sais, même après la naissance de Sophie. Elle me disait qu'elle allait te quitter, qu'on pourrait être une vraie famille. Mais c'est toi qui es parti. J'ai eu peur, j'ai commencé à trop m'en soucier. Mais elle m'a retrouvé il y a 5 ans. Elle a dit que je lui manquais. Ce qu'on avait vécu lui manquait. La vision de Dean est devenue rouge. Avant qu'il ne réalise vraiment ce qu'il faisait, il s'est jeté en avant et a attrapé Grant par la chemise d'hôpital, le soulevant partiellement du lit. Espèce de fils de père. Arrête. Sophie a attrapé le bras de Dean. Il est en train de mourir. Ne lui donne pas cette satisfaction. Dean a relâché Grant, qui est retombé contre les oreillers, le souffle court. Tu te sens mieux? Grant a sifflé. Parce que c'est l'émotion la plus intense que j'ai jamais vue chez toi, Dean. Peut-être que si tu avais montré à Lena ce genre de passion, elle n'aurait pas eu besoin d'aller la chercher ailleurs. Mais Dean n'en avait pas fini. Les 27 années de colère et d'humiliation contenues refirent surface. Tu veux parler de passion? Laisse-moi te parler de passion, Grant. La passion, c'est travailler 16 heures par jour pour bâtir une entreprise qui puisse subvenir aux besoins d'une famille. La passion, c'est veiller toute la nuit avec un enfant malade. La passion, c'est être fidèle à ses vœux de mariage, même dans les moments difficiles. Ce n'est pas de la passion, Dean. C'est du devoir. Lena voulait de l'excitation parce que c'est une femme égoïste et immature, incapable d'assumer ses responsabilités d'adulte. Et toi? Tu es un lâche qui a fui dès que les choses se sont compliquées. Les yeux de Grant brillèrent de colère. Au moins, je l'ai fait se sentir vivante. Au moins, je lui ai donné ce qui lui manquait. Ce que tu lui as donné, c'était une excuse pour détruire sa famille. Tu lui as donné 27 ans de mensonges. Dean se pencha, sa voix se transformant en un murmure dangereux. Mais voilà ce que je vais lui donner, Grant. Je vais lui faire subir les conséquences. Je vais prendre tout ce qu'elle croit posséder et m'assurer qu'elle comprenne que la fraude a un prix. Tu ne peux rien prouver. Dean sourit froidement. J'ai déjà des lettres d'amour, des relevés financiers, des reçus de voyage, des réservations d'hôtel. Mon enquêteur a trouvé ton garde-meuble, Grant. Tous ces souvenirs romantiques que Lena a conservés. Ce sont des preuves maintenant. Le visage de Grant pâlit. Tu as fouillé dans notre intimité. Rien de votre relation n'était privé depuis que tu as décidé d'impliquer ma femme et ma fille. Tu m'en as fait une affaire en me laissant élever ton enfant pendant 26 ans. Sophie s'avança. Je veux te demander quelque chose, et je veux une réponse honnête. Grant la regarda avec lassitude. As-tu déjà pensé à moi pendant toutes ces années avec ma mère? T'es-tu déjà demandé quel genre de fille tu avais? As-tu jamais voulu me connaître? Grant resta silencieux un long moment. Chaque jour, murmura-t-il enfin. Chaque jour, je me demandais comment tu étais, à quoi tu ressemblais, si tu étais heureux, mais pas assez pour y faire quoi que ce soit. Je te protégeais. Tu avais un bon père, un foyer stable. Que allais-je faire?
Me montrer et détruire ta famille? Sophie rit amèrement. Tu as déjà détruit ma famille. Tu as juste laissé quelqu'un d'autre réparer les dégâts. Sophie, Non, tu n'as pas le droit de t'expliquer, de t'excuser ou de trouver des excuses. Tu as eu 26 ans pour être père, et tu as choisi de ne pas l'être. Tu as choisi d'être un secret. Dean regardait sa fille avec fierté. Elle gérait cela avec plus de maturité que lui. Et toi, Sophie, tu te tournais vers Dean. Tu as choisi d'être mon père chaque jour, même quand c'était dur, même quand tu ne connaissais pas la vérité. C'est la différence entre un parent biologique et un vrai parent. Grant ferma les yeux. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Tu as raison, dit Sophie. Tu ne le fais pas, mais je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour moi. Je te pardonne, car m'accrocher à la colère empoisonnerait ma vie comme elle a empoisonné la tienne et celle de ma mère. Elle se tourna vers la porte. Au revoir, Grant. J'espère que mourir t'apprendra quelque chose sur la vie. Dean se détourna du lit, tout son corps tremblant de rage. Sophie vint se placer à côté de lui. Tu as quelque chose à me dire, demanda-t-elle doucement à Grant. Grant étudia son visage. Tu es une belle jeune femme, intelligente aussi, je suppose. Ta mère a mentionné que tu étais devenue infirmière. Elle te parle de moi parfois. Elle est fière de toi. Et Dean, malgré tout, elle t'aime, même si elle est brisée. Sophie resta silencieuse un instant. Veux-tu faire partie de ma vie maintenant, avant de mourir? Grant parut surpris par la question. Veux-tu cela? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Grant ferma les yeux. Je pense qu'il est trop tard pour ça, mon cœur. J'ai fait mes choix il y a longtemps. J'ai choisi d'être lâche et de fuir au lieu de me battre pour ce que je voulais. J'ai choisi de te laisser grandir en croyant qu'un autre homme était ton père. C'était mes choix. Et maintenant, je peux vivre avec eux pour le temps qu'il me reste. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que je puisse te donner. Sophie le fixa un instant, puis se tourna vers la porte. Au revoir, Grant. Dean la suivit dehors, le cœur battant à tout rompre. Une affaire inachevée. Sur le parking, Sophie s'appuya contre le camion et laissa échapper des sanglots profonds et déchirants qui semblaient provenir d'une source primordiale. Je suis désolé, dit Dean en la prenant dans ses bras. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Il est pathétique, dit Sophie à travers ses larmes. Je pensais que je ne savais plus quoi penser. Peut-être qu'il y aurait un lien, une explication qui donnerait un sens à tout ça. Mais ce n'est qu'un homme égoïste et faible qui a détruit la vie des gens parce qu'il s'ennuyait. Dean serra sa fille plus fort. Tu n'as rien à voir avec lui. Rien. Comment le sais-tu? Et si j'avais ses faiblesses? Et si j'étais capable de la même trahison? Parce que je t'ai élevé. Parce que je connais ton cœur. Parce que tu viens de le prouver en choisissant de t'éloigner de lui au lieu d'essayer de construire une relation fondée sur un ADN commun. Ils rentrèrent chez eux dans un silence relatif, digérant tous deux ce qu'ils avaient appris. Mais l'esprit de Dean était déjà en train de passer à la phase suivante de son plan. Mardi matin, Patricia Newman a appelé pour donner des nouvelles. Votre enquêteur a trouvé le contenu de ce garde-meuble. Dean, vous allez devoir vous asseoir pour ça. Dean était déjà assis dans son bureau, mais il serra le téléphone plus fort. Qu'a-t-il trouvé? Des lettres. Des centaines. Des lettres d'amour entre votre femme et Grant Mlay remontant à 25 ans. Des photos d'eux ensemble, des reçus d'hôtel et des documents financiers montrant que votre femme a versé de l'argent à Grant pendant ses traitements médicaux. Dean avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Combien d'argent ces 5 dernières années? Près de $100 000. De l'argent provenant de vos comptes joints. De l'argent qui aurait dû faire partie de votre épargne retraite. Bon sang. Il y a plus encore. Elle lui a acheté une voiture il y a 3 ans. Une Honda Civic payée comptant. Et il y a une assurance vie. Elle est désignée comme bénéficiaire d'une police d'assurance de $50 000 souscrite par Grant il y a 7 ans. Dean posa le téléphone et se prit la tête entre les mains. L'ampleur de la trahison de Lena dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Dean, es-tu là? Je suis là, Patricia. Je veux la détruire légalement, financièrement, publiquement. Je veux qu'elle paie pour chaque mensonge, chaque dollar volé, chaque instant des 27 dernières années.
Je peux faire en sorte que ça arrive, mais ça va mal tourner. Es-tu prête à ça? J'ai hâte. Cet après-midi-là, Lena reçut les papiers du divorce alors qu'elle déjeunait avec sa sœur dans un restaurant branché du centre-ville. Selon Jake, qui observait de l'autre côté de la rue, elle a crié assez fort pour déranger les autres convives et a jeté son verre de vin sur l'huissier. Son avocat a appelé Dean dans l'heure. Monsieur Ashford, ici Robert Chang, représentant Lena Ashford. Ces allégations dans votre demande de divorce sont totalement infondées et calomnieuses. Ma cliente est prête à se défendre avec acharnement. Bien, a dit Dean. Dites à votre cliente que j'ai 25 ans de lettres d'amour qu'elle a écrites à un autre homme, des relevés financiers de l'argent qu'elle a volé sur nos comptes joints et des documents sur sa vie privée. Si elle veut se battre, elle est libre de le faire en audience publique, où tout devient public. Il y a eu un long silence. Peut-être pourrions-nous discuter d'un accord. Le temps de l'accord est passé lorsqu'elle a décidé de me voler $100 000 pour payer les frais médicaux de son amant. Dean a raccroché et a immédiatement appelé Sophie à Chicago. Comment tenez-vous le coup, papa? Je deviens plus forte chaque jour. Comment va le travail? J'ai pris un congé. Je rentre à la maison ce week-end. Et je veux t'aider pour la suite. Sophie, tu n'as pas besoin de le faire. Papa, elle m'a menti aussi. Elle m'a laissé grandir en croyant que tu étais mon père biologique, ce dont je lui suis reconnaissant, mais elle m'a aussi privé de la chance de connaître la vérité sur mes origines. Je suis en colère aussi. Dean sourit sombrement. Dans ce cas, j'ai une idée qui pourrait t'intéresser. Ce week-end-là, Dean et Sophie passèrent des heures à planifier ce qu'ils appelaient en privé le règlement de compte. La fête de fiançailles de Sophie était prévue pour le mois suivant, et les deux familles seraient présentes. Tu es sûr de ça? Demanda Sophie. Une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de retour en arrière. Ta mère a fait en sorte qu'il n'y ait plus de retour en arrière il y a 27 ans. Ceci ne fait que mettre la vérité au grand jour. Au cours des 3 semaines suivantes, Dean et Patricia Newman montèrent un dossier solide. Les lettres d'amour furent authentifiées, les documents financiers vérifiés, et Jake documenta chaque voyage de Lena à Portland, chaque mensonge qu'elle avait raconté sur sa destination. Grant Morley mourut un mardi matin, 3 semaines après la visite de Dean et Sophie. Sa nécrologie ne mentionnait que son fils, Michael, comme survivant de la famille. Dean ne ressentit rien à la lecture de cette lettre. Ni satisfaction, ni tristesse, juste un vide là où des décennies d'amitié et de haine avaient laissé des traces. Lena appela à la maison ce soir-là en pleurs. Dean Grant est parti. Je sais que tu le détestais, mais j'ai besoin de faire mon deuil. Fais ton deuil autant que tu veux, dit Dean froidement. Ne t'attends pas à de la compassion de ma part. C'était un homme bon qui a fait de mauvais choix. C'était un prédateur qui a détruit mon mariage et volé l'identité de ma fille, et tu l'as aidé à le faire. Je l'aimais, Dean. Je sais que ça te fait mal, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que tu es un menteur et un voleur. La vérité, c'est que tu es sur le point de perdre tout ce que tu as mis 27 ans à bâtir sur la fraude. Lena resta silencieuse un instant. Que veux-tu de moi? Je veux que tu assumes les conséquences de tes choix. Je veux que tu comprennes ce que l'on ressent quand on voit sa vie entière déchirée par quelqu'un en qui on avait confiance. Et puis, je veux que tu sortes de ma vie pour toujours. 2 semaines plus tard, la fête de fiançailles de Sophie avait lieu au Columbia Tower Club, avec une vue imprenable sur Seattle et Elliott Bay. Les deux familles étaient présentes, la fiancée de Sophie, les parents de David, sa sœur Lena et sa famille, les collègues et amis de Dean. Lena arriva parfaitement posée dans sa robe bleu marine, sa coiffure et son maquillage. Impeccable. Elle avait perdu du poids au cours des semaines suivant le début de la procédure de divorce, mais elle attirait toujours l'attention dès qu'elle entrait dans une pièce. Sophie avait expressément demandé à Dean de ne pas parler du divorce à la famille de David avant l'annonce des fiançailles. Elle voulait un moment de calme avant que tout n'explose. La fête se déroula normalement pendant la première heure. Cocktail, conversation, annonce officielle des fiançailles. Dean regarda Lena s'affairer, jouant le rôle de la belle-mère fière d'être, acceptant les félicitations et discutant de tout et de rien. Puis Sophie se leva et tapota sa coupe de champagne avec un couteau. Merci à tous d'être venus ce soir pour célébrer David et moi. Avant de continuer, j'ai quelque chose à partager avec tout le monde. La salle se tut, les invités se tournant vers Sophie. Il y a quelques semaines, j'ai fait un test ADN juste pour le plaisir.
Les résultats ont révélé des informations sur ma famille que vous devriez tous connaître, je pense. Dean vit le visage de Lena pâlir en réalisant ce qui allait se passer. Il s'avère que mon père biologique n'est pas celui qui m'a élevé. C'est en fait un homme nommé Grant May qui est décédé. Récemment. Ma mère a une liaison avec lui depuis 27 ans. Des exclamations de surprise parcoururent la pièce. Les parents de David semblaient confus et mal à l'aise. Lena se leva de sa chaise. Sophie, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Assieds-toi, maman. L'autorité dans la voix de Sophie était indéniable. Lena s'assit. Je veux que tout le monde sache que Dean Ashford est mon père dans tous les domaines qui comptent. Il m'a élevé, aimé, soutenu dans toutes les épreuves de ma vie. Le fait que nous ne partagions pas notre ADN n'y change rien. Elle regarda sa mère droit dans les yeux. Mais je veux aussi que tout le monde sache que ma mère a volé près de $100 000 à mon père pour soutenir son amant pendant sa dernière maladie. Elle a mené une vie secrète pendant des décennies, mentant à tout le monde dans cette pièce sur sa véritable identité. La pièce était maintenant plongée dans un silence de mort. La sœur de Lena s'apprêtait à se lever, mais Lena la saisit par le bras, la retenant. J'ai failli annuler cette fête parce que j'avais honte. Sophie continua. Honte que ma famille ait été construite sur des mensonges. Mais j'ai ensuite réalisé que je n'avais aucune honte. Ceux qui m'aiment m'aiment pour qui je suis, pas pour mes gènes ou les choix de ma mère. Elle leva son verre de champagne. Alors je veux porter un toast à l'homme qui a choisi de m'aimer même quand il n'y était pas obligé. L'homme qui affronte la trahison et le chagrin avec dignité et force. À mon vrai père, Dean Ashford. La moitié de la salle leva son verre, hésitante. La famille de David semblait complètement perdue, mais elle fit de même par politesse. Dean se leva lentement. Merci, Sophie, et maintenant j'ai quelque chose à ajouter. Il sortit une télécommande et fit un signe de tête au responsable du service traiteur, qui baissa les lumières. Un grand écran descendit du plafond, une fonctionnalité que Dean avait expressément demandée lors de la réservation de la salle. La première diapositive apparut. Le plan de la trahison. 27 ans d'histoire de fraude et de tromperie. Lena se leva d'un bond. Tu ne peux pas faire ça. C'est une affaire de famille privée. Rien dans notre mariage n'était privé, dit Dean. Calmement. Vous y avez veillé en impliquant Grant May. La présentation était accablante. Des relevés bancaires attestant de l'argent volé. Des photos de Lena et Grant ensemble au fil des ans, tirées de sa propre collection conservée dans le garde-meuble. Des extraits de lettres d'amour dont les passages les plus explicites avaient été censurés, mais la trahison était évidente. Les parents de David restèrent assis, stupéfaits. La famille de Lena semblait mortifiée. Plusieurs collègues de Dean hochèrent la tête en signe d'approbation. Ils soupçonnaient depuis des années que quelque chose clochait dans le mariage des Ashford. Cette diapositive montre l'impact financier des choix de ma femme. Dean poursuivit d'une voix ferme et professionnelle. Près de $200 000 détournés de nos comptes joints sur une période de 25 ans. Lena tenta de partir, mais sa sœur et son beau-frère lui barrèrent le passage, lui chuchotant à voix basse qu'elle devait rester et assumer les conséquences. Et cette dernière diapositive montre les actions en justice en cours. L'écran affichait la demande de divorce, les accusations de fraude et la plainte civile pour usurpation d'identité et préjudice moral. Dean éteignit le présentation, et les lumières se sont rallumées. La salle était absolument silencieuse. Je voulais que vous sachiez tous la vérité, dit Dean en regardant autour de lui. Parce que pendant 27 ans, j'ai vécu dans le mensonge et j'ai refusé de le faire un jour de plus. Il s'assit à côté de Sophie, qui lui prit la main. Des questions? Le père de David, un ancien président de banque, s'éclaircit la gorge. Dean, nous n'en avions aucune idée. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû traverser ça. Merci, Robert, mais je ne recherche pas la compassion. Je recherche la justice. Lena a enfin trouvé sa voie. Vous vous comportez tous comme si j'étais une sorte de monstre. Le mariage est compliqué. On fait des erreurs. Des erreurs? Sophie se leva de nouveau, la voix tremblante de colère. Maman, tu as volé de l'argent à papa pendant des décennies. Tu as entretenu une relation secrète pendant 27 ans. Tu m'as laissé grandir sans savoir qui était mon père biologique. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des choix. Je protégeais notre famille. Tu te protégeais. David s'approcha de Sophie.
Madame Ashford, je pense que tu devrais partir. Lena regarda autour d'elle, réalisant qu'elle n'avait plus d'alliés. Sa propre sœur la fixait avec dégoût. D'accord, mais ce n'est pas fini, Dean. Je te combattrai au tribunal. Je rendrai tout ça aussi moche et coûteux que possible. J'y compte, dit Dean. Parce que tout ce que tu feras à partir de maintenant ne fera que confirmer mon point de vue sur qui tu es vraiment. Lena attrapa son sac à main et se dirigea vers la sortie, puis se retourna pour un dernier coup. Tu veux savoir la vérité, Dean? Grant était 2 fois plus grand que toi. Il était passionné, passionnant, vivant. Tu n'es qu'un architecte ennuyeux qui construit des bâtiments sûrs et prévisibles pour des gens sûrs et prévisibles. Dean sourit. Peut-être, mais je suis aussi l'homme qui est sur le point de posséder tout ce que tu croyais t'appartenir. Après le départ de Lena, la fête reprit peu à peu, bien que l'ambiance fût plus calme. La famille de David se serra autour de Sophie, lui offrant son soutien et posant des questions douces. Les collègues de Dan l'ont approché un par un, exprimant leur admiration pour la façon dont il gérait la situation. Tu aurais pu gérer ça en privé, dit son associé, Margaret Torres. Pourquoi cette exposition publique? Parce qu'elle a passé 27 ans à me ridiculiser sans le savoir. Je voulais qu'elle comprenne ce que signifie l'humiliation publique. Et maintenant, je me concentre sur la reconstruction de ma vie avec les gens qui se soucient vraiment de moi. La procédure judiciaire qui a suivi a été brutale, mais décisive. L'avocat de Lena a tenté de faire valoir que l'argent qu'elle avait donné à Grant était un cadeau et non un vol, mais les documents financiers montraient clairement qu'elle avait menti à Dean sur ses dépenses et détourné des fonds à son insu. Les lettres d'amour ont été admises comme preuve malgré les objections de Lena. Patricia Newman en a lu des extraits en audience publique, chacun démontrant l'ampleur et la durée de la tromperie de Lena. Votre honneur, Patricia a déclaré lors de sa plaidoirie, il ne s'agit pas seulement d'un cas d'adultère. Il s'agit d'une fraude systématique s'étalant sur près de 3 décennies. Madame Ashford n'a pas seulement trahi ses vœux de mariage. Elle a commis une usurpation d'identité en laissant son mari croire qu'il était le père biologique de son enfant. Et elle a commis une fraude financière en volant près de 200 000 $ pour subvenir aux besoins de son amant. La juge, une sexagénaire sévère, n'a visiblement pas été impressionnée par la défense de Lena. Madame Ashford, en 30 ans de magistrature, j'ai rarement vu une tromperie aussi calculée. Vos actions témoignent d'un mépris total pour les droits et le bien-être de votre mari. Le jugement final a comblé les espoirs de Dean. Lena a été condamnée à rembourser l'argent volé avec intérêt. Elle a perdu tout droit sur la maison et les comptes de retraite de Dean, et a dû payer ses frais d'avocat. De plus, le juge a poursuivi, j'ordonne à Madame Ashford de suivre une thérapie pour comportement frauduleux et lui enjoint de ne prendre contact avec Monsieur Ashford que par l'intermédiaire d'avocats. Mais le drame judiciaire n'était pas terminé. Au cours de l'audience, Lena était devenue de plus en plus agitée, finissant par se lever et hurler sur le juge, c'est de la diffamation. Vous le laissez me détruire sur la base de mensonges et d'insinuations. Madame Ashford, asseyez-vous, a ordonné le juge Martinez d'un ton sévère. Je ne resterai pas assise pendant que ma vie est démantelée par un mari vindicatif qui refuse d'accepter que j'ai trouvé le véritable amour. L'huissier s'est avancé vers elle, mais Lena se précipitait déjà vers la sortie. Elle s'est retournée une dernière fois. Tu crois avoir gagné, Dean? Tu crois que me détruire te fera du bien? Tu es pathétique. Grant l'a vu. Je l'ai vu. Et maintenant, tout le monde le verra aussi. Mademoiselle Ashford, vous êtes coupable d'outrage au tribunal, déclara le juge Martinez. Beth, veuillez la raccompagner et l'inculper pour outrage. Tandis que Lena était emmenée menottée, Dean ressentit une satisfaction glaciale. Patricia se pencha et murmura, ce coup de gueule vient de lui coûter 10 000 $ supplémentaires d'amende et une possible peine de prison. Dean hocha la tête, regardant sa future ex-femme disparaître par les portes du tribunal. 27 ans de mariage, réduite à une femme emmenée de force par des auxiliaires de justice pour avoir refusé d'assumer la responsabilité de ses actes. Le règlement financier final fut encore plus dévastateur que Dean ne l'avait espéré. Le juge ordonna à Lena de rembourser non seulement les fonds volés, mais aussi des dommages et intérêts punitifs d'un montant total de 300 000 $. Elle a perdu tous ses droits sur la maison, les comptes de retraite de Dean et ses actifs commerciaux. Elle a également été condamnée à céder la police d'assurance vie de 50 000 $ qu'elle devait percevoir suite au décès de Grant. Madame Ashford, a déclaré le juge Martinez lors de l'audience finale,
votre conduite constitue l'un des cas de fraude conjugale les plus flagrants que j'ai rencontrés. Vous avez systématiquement trompé votre mari pendant près de 3 décennies, volé des sommes considérables et n'avez manifesté aucun remords. Ce tribunal vous condamne à des dommages et intérêts d'un montant de 300 000 $, plus les frais de justice et les honoraires d'avocat. Dean a vu le visage de Lena se déformer. Son avocat l'avait prévenu, mais en le voyant, les fonctionnaires ont semblé briser le peu de sang-froid qui lui restait. De plus, a poursuivi le juge, je délivre une ordonnance restrictive. Madame Ashford. Vous ne devez contacter ni Monsieur Ashford ni sa fille par quelque moyen que ce soit. Pas d'appel téléphonique, de mail, de SMS, de contact sur les réseaux sociaux ni de communication avec des tiers. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. À la sortie du tribunal, Patricia a pris Dean à part. Elle tentera probablement de faire appel, mais elle n'a pas de motif et, franchement, elle n'a pas les moyens de se permettre un long appel. Plus de procédures. Dean sortit du tribunal plus léger que jamais depuis des mois. Sophie l'attendait sur les marches. Quel effet ? Demanda-t-elle. Comme la justice, dit Dean. Enfin. 6 mois plus tard, Dean reçut une lettre de Michael Mley, le fils de Grant. Elle était brève et manuscrite. Monsieur Ashford, je voulais que vous sachiez que mon père m'avait tout raconté avant de mourir. Il avait honte de ce qu'il avait fait à votre famille et m'a demandé de m'excuser en son nom. Je sais que cela ne change rien, mais j'ai pensé que vous deviez savoir qu'il regrettait ses choix. Je veux aussi que vous sachiez que Sophie semble être une personne formidable et que vous devriez être fier de la fille que vous avez élevée. J'espère que nous pourrons nous revoir un jour dans de meilleures circonstances. Cordialement, Michael Mollet. Dean montra la lettre à Sophie lors de sa visite ce week-end-là. Souhaitez-vous le rencontrer ? Demanda Dean. Sophie réfléchit à la question. Peut-être un jour, mais pas en tant que sœur. En tant que votre fille, qui partage par hasard un peu d'ADN avec lui ? Je peux vivre avec ça. Ça le soir, ils étaient assis sur la terrasse de la maison de Dean, regardant le coucher de soleil sur Puget Sound. Sophie préparait son mariage. Dean concevait un nouveau centre communautaire, et tous deux regardaient vers l'avenir plutôt que vers le passé. As-tu parfois regretté la façon dont nous avons géré les choses ? Demanda Sophie. Dean réfléchit sérieusement à la question. Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette que ta mère ait fait des choix qui nous ont forcés à réagir comme nous l'avons fait. Mais je ne regrette pas d'avoir révélé la vérité ni d'avoir réclamé justice. Même l'humiliation publique. Surtout l'humiliation publique. Elle a passé 27 ans à m'humilier à mon insu. Il faut être juste. Sophie resta silencieuse un instant. Papa. Puis-je te demander quelque chose ? N'importe quoi. Penses-tu un jour faire suffisamment confiance à quelqu'un pour te remarier ? Dean sourit. Je ne sais pas, mais je sais que je ne confondrai plus jamais le masque de quelqu'un avec son vrai visage. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Dean réfléchit aux ruines de son mariage et à la force qu'il avait trouvée dans sa destruction. Il avait perdu une femme et gagné la vérité. Il avait perdu ses illusions et retrouvé l'estime de soi. Plus important encore, il avait conservé sa fille, la seule relation de sa vie qui n'avait jamais été fondée sur des mensonges. Le plan de sa nouvelle vie prenait forme. Et cette fois, il le construisait sur des fondations inébranlables, infaillibles et inviolables. Cette fois, il le construisait pour durer.